On y revient avec l'invité d'aujourd'hui dans Paris Direct. Cet invité, c'est vous, Éloi Fiquet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes historien, anthropologue, spécialiste de la Corne de l'Afrique à l'EHESS. Journée de vote, donc aujourd'hui en Éthiopie. Élection législative. On le disait, les bureaux de vote ont ouvert sur place il y a un peu plus de 3 heures maintenant. Qu'est-ce qui se joue exactement aujourd'hui ? Ce qui se joue, c'est plusieurs années de transition. Depuis la mort du Premier ministre Meles Zenawi en 2012, qui avait instauré l'État fédéral éthiopien dans sa constitution actuelle, il y a eu une longue période de transition qui a été marquée par l'avènement au pouvoir en 2018 de Abiy Ahmed, mais sans élection, par une transition interne à l'intérieur du parti de gouvernement. Et ce qui s'est joué, c'est la transformation de ce parti de gouvernement en un nouveau parti de gouvernement qui a incorporé une opposition qui, jusqu'à présent, avait été bannie, exilée depuis les élections, notamment de 2005. Donc, une longue histoire électorale avec une opposition exclue qui a repris le pouvoir par une sorte de révolution de palais. Et le sens de cette élection aujourd'hui, c'est de valider cette révolution de palais en montrant que le scrutin peut se tenir. C'était le principal enjeu. Alors, Abiy Ahmed avait promis de faire de ces élections les plus démocratiques de l'histoire de son pays. Est-ce qu'on peut déjà dire, dès à présent, que la promesse n'est pas tenue ? Tout dépend ce qu'on entend par démocratique. C'est un terme très polysémique selon les contextes, selon les usages. Du point de vue du gouvernement actuel qui marque une sorte de renversement d'une coalition de pouvoir ancienne, oui, ces élections sont plus démocratiques étant donné qu'elles renversent la table et qu'elles marquent la réincorporation dans le jeu politique éthiopien de forces qui en avaient été exclues. Cependant, la façon dont ces élections sont organisées sont assez dissymétriques. On est dans un contexte de conflits, de tensions, non seulement au nord du pays, dans la région du Tigray, mais dans tout le pays. Un certain nombre de circonscriptions, une centaine de circonscriptions sur 550 environ, sont exclues temporairement du scrutin. Donc une partie du scrutin est reportée soit en septembre, soit sine die. Donc on voit qu'il y a de grosses difficultés d'organisation et une politique de communication, de discours qui, effectivement, promet des élections libres, ouvertes. En fait, elles sont tenues essentiellement par le parti de gouvernement qui a été reconfiguré et ses alliés d'une opposition qui reste une opposition de circonstance. Voilà, plusieurs centaines de milliers d'Éthiopiens, je crois, un cinquième du corps électoral au total ne va pas participer, en tout cas n'est pas convié à participer au vote pour des raisons différentes, vous les avez expliquées, notamment dans la région natale d'Abiy Ahmed. On estime que la campagne n'a pas pu se tenir comme il le fallait, l'opposition boycotte le scrutin. Est-ce que c'est le signe d'une dérive autoritaire du pouvoir, très clairement ? C'est le maintien d'un pouvoir autoritaire, avec un changement d'élite politique, mais le maintien d'un appareil sécuritaire, d'un appareil d'État qui exerce un contrôle autoritaire. Quand on voit la composition du corps électoral, c'est essentiellement le parti d'Abiy Ahmed qui présente des candidats. Ensuite, un parti dit d'opposition, mais qui est de fait allié au pouvoir. Et puis, d'autres partis ont soit été exclus, soit ont boycotté avec des dirigeants politiques en prison. Donc on est dans un scrutin extrêmement dissymétrique. Oui. À l'étranger, on a découvert Abiy Ahmed en 2019, quelques mois après son accession au pouvoir, quand il a reçu le prix Nobel de la paix. Il est devenu en quelques mois un chef de guerre, menant notamment ce conflit armé dans le Tigré séparatiste. On va revenir dans un instant sur ce qui se passe dans cette région d'Éthiopie, mais quelques mots sur lui. D'abord, comment expliquer qu'il soit passé en quelques mois de ce prix Nobel de la paix à ce chef de guerre ? Le prix Nobel de la paix résultait d'un travail de communication, d'une volonté réelle de transformation du pays avec des premiers actes forts dans des nominations, des constitutions, des libérations des libérations de prisonniers, constitution d'instances, commission des droits de l'homme, voilà, des vrais changements qui ont eu lieu en 2018 et puis
au niveau international, notamment ce rapprochement avec l'Érythrée promettant une réconciliation après plusieurs dizaines d'années de tensions, de conflits. Ensuite, la communauté internationale et le comité Nobel ont sans doute été trop vite, sont intervenus dans un processus électoral. Les élections devaient avoir lieu en 2020, donc Abiy Ahmed a été désigné prix Nobel quelques mois avant des élections qui devaient se tenir. Je ne suis pas sûr que si ça avait eu lieu dans d'autres contextes, ça aurait été considéré d'un bon œil par les corps électoraux en question. Donc voilà, ensuite, sans doute, le comité Nobel a considéré que ce serait une prime donnée à une bonne volonté. Ensuite, sans tenir compte des tensions internes extrêmement fortes. Et voilà, c'est ce qui s'est passé et qui continue de questionner. Le comité Nobel, vous dites, est peut-être allé vite, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que cet homme-là, du point de vue éthiopien, aille dans cette direction-là? Certains évoquent une explication peut-être religieuse. Je crois qu'il s'est récemment converti au pentecôtisme notamment, qui lui donnerait peut-être un élan particulier. Il y a une dimension, oui, un peu millénariste, prophétique, avec une conviction qu'Abiy Ahmed évoque souvent d'être élu au pouvoir. Donc il y a cette dimension-là dont il faut tenir compte. Mais aussi, il faut tenir compte de la structure du pouvoir éthiopien, avec une structure fédérale, un parti de gouvernement qui était composé en fait d'une coalition de partis régionaux qui s'affrontaient dans les équilibres du pouvoir, qui étaient constamment réajustés. Et donc une difficulté à régler ces équilibres-là dans une configuration interne au pays, qui est un pays extrêmement peuplé, 115, 120 millions d'habitants aujourd'hui, dans un contexte régional de la Corne de l'Afrique qui est instable, donc beaucoup de paramètres qui opèrent sur cet État qui est aussi un État fortement intégré dans les enjeux internationaux, avec le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, avec de nombreux partenariats multilatéraux. L'Éthiopie a cette particularité en termes diplomatiques d'être alliée à la fois des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, de la Russie, de l'Afrique, du Japon, de la Corée. En fait, il y a un multilatéralisme très fort en Éthiopie qui fait que ce pays concentre l'attention internationale. Donc, une grande complexité de tous ces facteurs-là qui expliquent que Abiy Ahmed a pu se sentir protégé, soutenu par une structure d'État, qu'il a fallu ensuite retourner sur elle-même en quelque sorte, en opérant des nominations, en excluant l'ancienne élite dirigeante du parti tigréen, en reconfigurant le pouvoir, en permettant à des forces d'opposition au niveau local d'opérer avec l'appui de forces régionales. Donc on voit un contexte ensuite extrêmement fissuré, fragmenté, qui s'est exprimé. Quelques mots sur la situation au Tigré, malgré les restrictions d'accès et la difficulté des communications. Que se passe-t-il là-bas? Est-ce que le conflit est fini, comme le dit le gouvernement? C'est difficile à dire, la situation reste extrêmement confuse, polarisée, avec deux niveaux de réalité alternatifs, en quelque sorte, de régimes de communication qui sont disjoints, avec d'une part le gouvernement affirmant que l'état de droit a été rétabli, que les opérations militaires ont abouti, qu'il s'agit maintenant de rétablir l'ordre par l'acheminement de l'aide humanitaire. Et puis, par ailleurs, au niveau international, les organismes de l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, qui font pression sur le gouvernement éthiopien et érythréen pour cesser des hostilités qui entraînent des exactions
massives, des crimes contre l'humanité, des crimes sexuels notamment massivement commis contre les femmes, avec des soupçons d'actions de type génocidaire. Récemment, Pekka Haavisto, envoyé spécial de l'Union européenne, a déclaré avoir entendu des déclarations de volonté d'extermination du peuple érythréen. Donc tout ça est extrêmement inquiétant, reste extrêmement confus, avec beaucoup de démentis, de dénégations, avec une gradation dans ces dénégations. Donc il est très difficile d'analyser la situation. L'Union africaine vient de faire démarrer les travaux d'une commission pour les droits de l'homme. Le gouvernement éthiopien s'y est opposé parce qu'il voulait que dans cette commission d'enquête, il puisse y avoir des représentants du gouvernement éthiopien, donc une commission pas vraiment indépendante. La commission de l'Union africaine maintient sa volonté d'enquête indépendante. Donc on voit là un vrai théâtre de tensions, de difficultés en termes diplomatiques autour de cette situation. Très peu d'accès aussi pour la presse et notamment internationale. Merci beaucoup, Elo Afike. C'est dans ce contexte-là, on l'a dit rapidement, que se déroulent donc ces élections législatives en Éthiopie. Pas de résultats avant plusieurs semaines, je crois. Merci encore. Merci. Belle journée à vous. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous, on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. Allez, Lucas, ouvre-moi, s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter. Tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué. Bravo, mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24. À la une ce soir. Incroyable exploit réalisé par le Bénin. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Restez avec nous, l'Afrique continue sur France 24. Liberté, égalité, actualité. Il est 8h30 ici à Paris, 6h30 en temps universel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. Où sont passés les électeurs? Le premier tour des élections régionales et départementales en France marqué par une abstention record. Moins d'un Français sur 3 est allé voter hier dimanche. Une désaffection des bureaux de vote qui profite à la droite et au président de région sortant. L'extrême droite et le parti de la majorité pourtant donné favori pour la présidentielle à venir sont en déroute. En Arménie, le parti de Nicole Pachinian remporte les législatives anticipées 3 ans après la révolution pacifique qu'il a portée au pouvoir et après un conflit meurtrier dans le Haut-Karabakh. Le Premier ministre sortant jouait son avenir politique. L'opposition dénonce des fraudes. On va y revenir dans le décryptage avec Axel May.
Autre dirigeant, autre continent, en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed cherche lui aussi à asseoir sa légitimité dans les urnes. Elle est contestée dans plusieurs régions du pays, avec les armes dans le Tigré séparatiste. Plusieurs centaines de milliers d'Éthiopiens sont privés de vote. À suivre après le journal, celui de l'Euro présenté aujourd'hui par Benoît Perrochet. Il revient sur la qualification hier soir de l'Italie et du Pays de Galles pour les 8e de finale de la compétition. La Suisse, vous dira-t-il, termine 3e du groupe A, mais peut toujours espérer un repêchage. Rendez-vous dans un quart d'heure. Tout de suite, c'est le journal. C'était le dernier rendez-vous électoral en France avant la présidentielle dans 10 mois. Que dit-il du rapport des Français à leurs dirigeants et à la chose politique? L'analyse est cruciale tant le constat est historique. Moins d'un Français sur 3 s'est déplacé ce dimanche pour participer à ces élections régionales et départementales. Une abstention record autour de 67% qui n'a pas pour une fois profité à l'extrême droite, mais à la droite républicaine et au président de région sortant. Pour le parti présidentiel, la déroute est sévère. Cécile Galuccio. La grande gagnante de ce premier tour, c'est l'abstention. 2 Français sur 3 ont boudé les urnes, un record dans l'histoire de la Ve République. Des mobilisations des jeunes, des mobilisations des vieux, des mobilisations de certaines parties de la classe moyenne. Malheureusement, voilà, on en arrive à une situation où si on ne se remobilise pas un peu, ça va aller de pire en pire et on n'est pas maître de nos destins. C'est la base de la démocratie, tout simplement. C'est catastrophique. Bon, c'est vrai qu'il y a une démotivation, mais il faudrait quand même que les politiques fassent des efforts pour remotiver les gens. Parce que c'est quand même nous qui avons la main. Un désaveu électoral qui profite aux présidents de région sortants, de gauche comme de droite. C'est eux qui ont été à la manœuvre depuis le début de la crise sanitaire. La droite peut donc espérer conserver 6 régions, notamment Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, les Hauts-de-France de Xavier Bertrand et l'Île-de-France où Valérie Pécresse obtient 34,2% des suffrages. Avec ce premier tour, une dynamique est enclenchée. Mais nous devons la rendre plus forte encore. La gauche aussi devrait se maintenir dans 5 régions roses de tradition, en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Occitanie. Près de 40%, c'est un score important, un des scores les plus importants de France. En revanche, pour le Rassemblement national, c'est la douche froide. Contrairement au scrutin précédent où l'abstention lui était profitable, cette fois le parti d'extrême droite pourrait rafler une région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2015, le soir du premier tour, le parti de Marine Le Pen était arrivé en tête dans 6 régions. Bien sûr, l'abstention massive est le fait majeur de cette élection dans notre région comme dans toutes les autres régions. Bien sûr, il apparaît clairement que c'est notre liste qui en est la première victime. Autre victime de ce scrutin, la majorité présidentielle. Les listes de La République En Marche recueillent seulement plus de 10% des voix. Dans la plupart des régions, elles sont complètement hors jeu, malgré des candidatures de poids comme Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Si l'on se fie à ce premier tour, le scénario tant annoncé pour la présidentielle de 2022, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, n'est peut-être pas si évident. La majorité présidentielle qui se défend ce matin d'être la seule responsable de ce taux historique d'abstention. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. L'abstention en tant que telle est un message qui est adressé aux responsables politiques. La République En Marche, on n'avait pas de région. On est dans une logique d'implantation scrutin après scrutin. Évidemment que c'est dur. La mobilisation des électeurs pour venir voter à ces élections, pour prendre conscience de l'enjeu de ces élections dans leur vie quotidienne, je ne crois pas qu'elle puisse incomber, en tout cas uniquement, au parti présidentiel qui n'était même pas candidat aux précédentes élections puisque nous n'existions pas en 2015. Moi, j'ai pas entendu d'électeurs me dire « je viens pour envoyer un message sur ci, un message sur ça au niveau national ». Voilà, les candidats de la majorité présidentielle qui ne totalisent que 11,5% des suffrages au niveau national. Donc, lui avait été mis au pied du mur, forcé d'organiser des élections anticipées après un conflit meurtrier avec l'Azerbaïdjan. Nicole Pachinian a remporté les législatives en Arménie. Son parti, Contrat Civil, remporterait 53% des voix selon les résultats officiels. Nicole Pachinian devrait donc être reconduit. Il a annoncé sa victoire avant même que les résultats, que les bulletins soient tous dépouillés. Écoutez-le.
Le peuple d'Arménie a donné à notre parti Contrat Civil un mandat pour diriger le pays et un mandat à moi-même en tant que Premier ministre pour diriger le pays. Nous savons déjà que nous avons remporté une victoire convaincante lors des élections et nous aurons une majorité convaincante au Parlement. Une victoire et une majorité convaincante, dit Nicole Pachinian. Bonjour Axel May. Bonjour. C'est votre décryptage ce matin. Ces résultats en Arménie, convaincants, ce n'est pas vraiment ce que pense l'opposition arménienne. Oui, pourtant cette large victoire sur le papier est censée éviter les contestations et pourtant le principal adversaire, Robert Kotcharyan, a évoqué, alors que les résultats étaient encore partiels, hier soir des fraudes supposées et des fraudes signalées, expliquant que son bloc politique ne reconnaîtrait pas les résultats tant qu'il n'aurait pas de certitude qu'il n'y a pas eu de fraude. Alors, contestation pour la forme, pour le plaisir de contester, ou est-ce que c'est aussi parce que surtout Robert Kotcharyan se voyait plus haut dans les sondages et puis il n'a sans doute pas apprécié la rapidité, vous le soulignez, avec laquelle Nicole Pachinian a annoncé sa victoire dès hier soir. Quand on regarde ces résultats, ils sont sans appel. Le parti Contrat Civil de Nicole Pachinian, presque 54% des voix. Le bloc Arménie de Robert Kotcharyan, 21%. Il y avait 25 partis politiques en lice et aucun des autres petits partis n'obtiendrait les 7% nécessaires pour être présent au Parlement. 53,9%, c'est important comme chiffre parce que pour avoir la majorité au Parlement arménien, il faut 54% des députés, 53,9%, on voit qu'on est proche. Nicole Pachinian s'était fixé 60%, là aussi il est assez proche de ce qui s'était fixé, sachant que lors de la révolution de velours en 2018, il avait obtenu 70%. Et malgré le climat de tension, la commission électorale, là aussi c'est à souligner, a assuré que globalement les élections s'étaient déroulées conformément à la loi. On attendra aussi les conclusions des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, chargée de surveiller la transparence du scrutin. Et puis, ce soir, il faudra évidemment avoir un œil très attentif sur l'appel qu'a lancé à ses partisans Nicole Pachinian pour se rassembler dans le centre d'Erevan. Est-ce que l'on peut dire, Axel, qu'en choisissant de reconduire le Premier ministre sortant, les Arméniens ont fait le choix d'une forme de statu quo dans un contexte de très forte tension avec l'Azerbaïdjan ? Oui, ce qu'il faut rappeler que Nicole Pachinian avait convoqué ces législatives dans l'espoir de renforcer sa légitimité mise à mal après la guerre dans le Haut-Karabakh, cette région revendiquée par l'Azerbaïdjan, guerre qui a fait plusieurs milliers de morts et des déplacés et qui s'est conclue par un cessez-le-feu le 9 novembre, vécu comme une défaite et même une humiliation par la population arménienne. Dans ce contexte, Pachinian avait réclamé pour le scrutin législatif d'hier un mandat d'acier, des élections vues même comme un test pour la démocratie face aux voisins azerbaïdjanais et à son président plutôt autoritaire, Ilham Aliyev, qui a le soutien militaire de la Turquie. Certains s'interrogeaient même sur est-ce que c'est pas à travers ces élections l'avenir de l'Arménie en tant qu'État qui était en train de se jouer. Pachinian, je disais, qui a été élu après la révolution de velours en 2018 et qui représente cette nouvelle génération contre les élites corrompues au pouvoir depuis la chute de l'URSS. Kotcharyan, ancien président qui représentait ces élites, se présentait pourtant comme le garant des frontières face à l'Azerbaïdjan, car c'est un proche de Poutine, un ami proche même de Vladimir Poutine. Mais finalement, et vous avez raison de le souligner, Pauline, la population a préféré le statu quo et faire confiance à cette nouvelle génération incarnée par Pachinian, même si les réformes promises sont encore en attente. Et il va devoir notamment régler le problème des prisonniers de guerre arméniens qui sont encore détenus par l'armée azerbaïdjanaise. Et puis les deux pays qui se sont d'ailleurs mutuellement accusés ces dernières semaines d'avoir mené des incursions transfrontalières, ce qui illustre la fragilité du cessez-le-feu conclu en novembre dernier. Vous l'évoquiez, qu'est-ce que la Russie peut penser de ces résultats ? La Russie, qui est présente parce qu'elle a déployé des forces de maintien de la paix dans la région, avait évidemment potentiellement un faible pour Kotcharyan, mais Poutine qui n'a pas confiance en Pachinian, qui est pro-européen, mais Poutine est aussi un pragmatique et il préfère très certainement que le statu quo reste et ne pas avoir de nouveaux soucis avec l'Azerbaïdjan et son soutien militaire turc. La Russie, qui pendant le conflit était accusée de ne pas avoir assez soutenu au nom des intérêts supérieurs
de ne pas avoir assez soutenu l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Mais la population arménienne sait aussi que si la Russie n'avait pas sifflé la fin de partie, sans doute que le territoire arménien perdu aurait été encore supérieur. Et puis je terminerai en disant que la Russie, si elle se contente de ce statu quo dans ce Caucase du Sud, c'est aussi parce qu'elle a des soucis que l'on connaît en Ukraine, en Biélorussie, et qu'elle veut éviter très certainement d'être présente sur tous les fronts diplomatiques. Merci beaucoup Axel, c'était votre décryptage. Dans l'actualité africaine à présent, toujours un lundi très chargé en élections. Elles sont législatives en Éthiopie. Ce sont les premières pour Abiy Ahmed depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a 3 ans. Le Premier ministre éthiopien avait promis de faire de ce scrutin, plusieurs fois reporté, le plus démocratique de l'histoire de son pays. Mais le prix Nobel de la paix, devenu chef de guerre ces derniers mois, est accusé par ses adversaires de tenter à tout prix de renforcer son pouvoir. Anaïs Furtad. Dans la capitale éthiopienne, certains électeurs sont venus de bonne heure pour glisser leur bulletin dans l'urne. Après plus d'1 an de report de ces élections législatives et régionales, en raison de la crise sanitaire et des violences dans la région du Tigré, ces hommes et ces femmes se disent prêts pour le changement. Nous attendons beaucoup de cette élection. C'est très important pour la stabilité de notre pays. Je suis venue prier pour la paix et l'unité. Nous n'avons pas eu de nourriture pendant longtemps. Nous pouvions à peine nous payer du pain. On a vu trop de souffrances avec l'économie et les problèmes de sécurité. Nous voulons un avenir meilleur. Nommé en 2018, le Premier ministre éthiopien avait fait naître un espoir d'unité dans ce pays où cohabitent plus de 80 ethnies. Mais Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, a perdu sa réputation de pacificateur avec l'augmentation des violences communautaires pendant son mandat. Aujourd'hui, le chef du gouvernement veut renforcer sa légitimité par les urnes. Le choix entre la destruction et le développement se tient là devant nous. Je voudrais vous appeler à vous unir, à protéger votre pays et à le faire prospérer. Avec la guerre, 1/5 des circonscriptions ne pourront organiser de vote. Dans certaines régions, le scrutin a été décalé au mois de septembre. Dans le Tigré, où les affrontements et la famine font rage, aucune date n'a même été fixée. Ces élections seront observées de près par les Occidentaux, inquiets quant à l'exclusion d'un si grand nombre d'électeurs. Il est 8h43 ici à Paris. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, je vous en rappelle les principaux titres où sont passés les électeurs. Le premier tour des élections régionales et départementales en France marqué par une abstention record. Moins d'1 Français sur 3 est allé voter hier dimanche. Une désaffection des bureaux de vote qui profite à la droite et au président de région sortant. L'extrême droite et le parti de la majorité, pourtant donnés favoris pour la présidentielle de 2022, sont en déroute. En Arménie, le parti de Nicole Pachinian remporte les législatives anticipées 3 ans après la révolution pacifique qu'il a portée au pouvoir et après un conflit meurtrier dans le Haut-Karabakh. Le Premier ministre sortant jouait son avenir politique. L'opposition dénonce des fraudes. Autre dirigeant, autre continent, en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed cherche lui aussi à asseoir sa légitimité dans les urnes. Elle est contestée dans plusieurs régions du pays, avec les armes dans le Tigré séparatiste. Plusieurs centaines de milliers d'Éthiopiens sont privés de vote. On y reviendra dans le journal de 9h. Mais tout de suite, c'est le journal de l'Euro présenté par Benoît Perrochet avec ses invités. Il revient sur la qualification hier soir de l'Italie et du Pays de Galles pour les 8e de finale de la compétition. On se retrouve juste après pour le journal de 9h. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal de l'Euro, votre rendez-vous chaque soir durant toute la compétition pour évoquer ensemble tous les matchs de cet Euro. Et je ne suis pas seul, évidemment, en plateau, à ma gauche, dans le coin gauche, Patrick Juillard, vous êtes journaliste à Foot 365. Bonsoir Patrick. Benoît. Sylvain Henri Cissé, bonsoir. Bonsoir. Consultant sport international. Messieurs, 2 matchs cet après-midi, 2 matchs qui comptaient pour le groupe A. L'Italie, déjà qualifiée au coup d'envoi, s'est imposée face au Pays de Galles 1-0, un but de Matteo Pessina. 3 victoires en 3 matchs pour cette squadra azzurra avec une équipe remaniée au coup d'envoi. Il y avait 8 changements par rapport au match précédent. Un Marco Verratti titulaire qu'on retrouvait après 6 semaines d'absence. Les Gallois battus, mais tout de même assurés de disputer les 8e de finale. Une victoire logique, on va se le dire, tout de même, des Italiens au Stade Olympique face aux Gallois. Oui, victoire logique, victoire amplement méritée. Au point, en boxe, on aurait dit que l'Italie a surclassé son adversaire. Bon,
L'Italie qui a pourtant fait 8 changements par rapport aux 11 de départ des 2 premiers matchs. Donc Verratti en était l'un d'eux. Seul Jorginho était dans les cadres, un joueur qui restait, plus le gardien Donnarumma, qui a d'ailleurs été remplacé par Sirigu à quelques minutes de la fin. Donc il y avait 2 Parisiens ou anciens Parisiens sur le terrain. Voilà une Italie vraiment souveraine, sûre d'elle. Tout n'a pas été parfait dans la finition. Il y a eu quelques ratés, mais une équipe qui a de la marge, une équipe qui est bien sûre de ses principes, bien organisée et efficace. Meilleure attaque, meilleure défense depuis le début de l'Euro. 25 joueurs qui ont été utilisés sur 26. Et là, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à Mancini, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de créer une véritable ambiance dans cette équipe. On a quand même des joueurs avec des égos très très forts. Et il faut maintenir une cohésion pour eux, quant à eux, ils espèrent jusqu'à la finale. Donc le fait qu'il ait procédé à 8 changements, c'est d'envoyer un signal à tous les joueurs, c'est vous pouvez rentrer à tout moment et j'ai besoin de vous jusqu'au bout. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous avons quand même un Mancini qui est un tout petit peu embêté, Locatelli qui a été très très bon lors des 2 premières rencontres, et Locatelli maintenant qui est en concurrence avec un certain Pessina. Voilà, et qui lui a marqué le but. Donc ça va être très compliqué. Pessina d'ailleurs, pour la petite anecdote. Bon, ça c'est les problèmes de riches. Oui, mais alors, pour la petite anecdote, qui était 27e sur la liste, et qui a profité du forfait de Seny pour se retrouver 26e. Il y a aussi Barella, le problème de Barella, il va falloir résoudre le problème de Barella. Que faire alors avec Verratti ? Donc c'est des problèmes de riches, mais il faut créer la cohésion, c'est ce qu'il a fait avec ces 8 changements. C'était son 35e match à la tête de cette squadra azzurra. Ils sont sur une série historique, 30 matchs sans défaite, record d'invincibilité, vieux de plus de 80 ans, 25 victoires, 5 nuls. Mancini qui a remis l'Italie au centre du jeu. On se rappelle qu'ils n'avaient pas réussi à se qualifier, notamment pour la dernière Coupe du Monde. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait eu cette parenthèse de la dernière Coupe du Monde, mais on se rappelle quand même qu'à l'Euro 2016, c'était Antonio Conte, le sélectionneur, et déjà, on avait tous remarqué que l'Italie n'était plus du tout l'Italie un peu ancestrale, défensive, prudente, recroquevillée un peu sur ses principes défensifs. C'était déjà une équipe qui essayait de se projeter vers l'avant. Là, c'est encore différent parce que Mancini, il a mis un système très classique en place. C'est un 4-3-3 très simple, avec 2 vrais ailiers. C'est pas comme le losange de Deschamps où on a un milieu gauche qui joue un peu ailier sans l'être vraiment. Là, on a un système en 4-3-3 très simple, très classique, limpide, bien maîtrisé par les joueurs. Alors que beaucoup d'équipes italiennes de Serie A jouent plutôt en 3-5-2 maintenant. La mode Antonio Conte, lui, il reste fidèle à ce classicisme et ça marche. Donc, on va voir jusqu'où ça peut aller. Le seul bémol, c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré de grosses équipes. Oui, Sylvia ? Oui, à propos du système de jeu, moi ce que j'aime, c'est effectivement l'horizontalité et la manière dont il peut casser les lignes. Les joueurs qui se mettent à chaque fois à la disposition du porteur du ballon avec un regard presque à 360 degrés, et c'est ça qui permet à l'équipe d'Italie d'avancer, notamment face à un Pays de Galles qui a mis l'autobus devant les buts, avec ce système d'attaque-défense qui a joué vraiment avec un bloc très très bas, et il a réussi avec cette horizontalité à proposer un jeu qui était plutôt sympathique, même s'il était un peu ralenti. Ils ont joué un peu comme des sénateurs par rapport aux 2 premiers matchs, les Italiens, sur ce match. Ils étaient en maîtrise. Ils étaient en maîtrise. Ils ont quand même concédé une grosse occasion, un oubli défensif à un quart d'heure de la fin, mais Bale n'a pas cadré sa frappe. Oui, exactement. Et nous, on va écouter tout de suite Federico Chiesa, l'attaquant de cette équipe d'Italie, vous allez voir, et l'entendre. Le titre, ils y pensent, les Italiens. Nous jouons un très bon football, et je pense que tout le monde l'a vu. Nous faisons partie des favoris. Et comme je l'avais déjà dit, c'est notre droit de rêver grand. Nous sommes ici pour soulever le trophée. Allez, un mot sur la prestation de Marco Verratti. Je vous le disais, de retour en jeu depuis après 6 semaines d'absence, un problème au genou. Ça s'est plutôt bien passé dans ce poste de milieu relayeur à côté de Jorginho. Ce qui nous a surpris, c'est qu'il ait joué les 90 minutes, parce que Mancini avait dit on verra peut-être une mi-temps et peut-être pas plus. Et finalement, il a joué les 90 minutes, il a tenu son rôle, il a organisé toute l'équipe pendant toute la rencontre, et c'est vrai bien. Il a pris le brassard de capitaine. Je crois qu'il est venu en tant que patron. Maintenant, il faut voir s'il va tenir le choc. Je pense que Locatelli va revenir quand même après les 2 premiers matchs qu'il a fait. Et que passeur décisif, Marco Verratti. Il est passeur décisif. Où il met la balle dans la bonne zone et donc elle est touchée par un Italien. Elle finit au fond. Ouais, un bon match de Verratti. Je trouve qu'il était assez en jambes. Après, un
un petit bémol, visiblement je suis là pour ça ce soir, mais c'était pas un match à très haute intensité, donc finalement c'était bien pensé de la part de Mancini de le relancer sur ce match-là, parce que les Gallois, même une courte défaite les assurait de la deuxième place. Et les Italiens, ils n'avaient pas non plus, ils n'allaient pas se dépouiller pour faire un carton. Ils ont un tournoi à jouer, ils ne vont pas tout laisser aujourd'hui. Et l'Italie qui affrontera en huitième de finale. Le deuxième du groupe C, ce sera l'Ukraine ou l'Autriche. L'autre match du jour, il opposait la Turquie à la Suisse. La Naté qui l'emporte 3-1, les buteurs, Seferovic, un doublé de Shaqiri pour une réduction du score de Kaveci côté turc. La Suisse peut encore espérer filer en huitième de finale. Elle peut encore figurer parmi les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifieront. La Turquie fait ses valises. La Nati qui doit son salut dans cette rencontre, messieurs, à ses joueurs clés. Oui, Seferovic qui s'est réveillé, Seferovic qui avait été absent, approximatif, pas dans le tempo sur les 2 premiers matchs. Là, enfin, il a réglé la mire, il avait fait une bonne saison avec Benfica, il a retrouvé ses sensations, un très beau but, frappe en pivot, au ras du poteau. Et puis, Shaqiri qui a visé juste lui aussi sur ces occasions. Ils ont été assez efficaces, les Suisses, mais pas toujours très souverains défensivement. Ils auraient pu encaisser plus qu'un but et c'est Sommer, le gardien, qui les a sauvés, notamment en début de match. Ouais, la Turquie qui s'arrête dès la phase de groupe, Silver. Est-ce que c'est une déception ou on pouvait s'y attendre ? Ah oui, c'est même une catastrophe. On n'imaginait pas la Turquie. 3 défaites en 3 matchs. À un tel niveau, quand on repense à ces 3 matchs, surtout le dernier, on voit quoi ? On voit des joueurs en fait qui étaient figés, une défense qui était figée, des joueurs qui ne se mettaient pas à la disposition des uns et des autres. Et c'est terrible sur le plan large parce qu'on voit en fait des joueurs qui vraiment se contentent de rester dans leur couloir. Aucune dynamique, de la tristesse, aucun jeu, aucune volonté d'aller de l'avant, ou en tout cas de casser les lignes. Et là, je crois qu'il faut vraiment que le sélectionneur Gounès se mette en question, parce qu'il n'a pas construit une équipe, il n'a pas construit de jeu, il n'y a aucune tactique. On est vraiment au fond du fond. Il a présenté ses excuses au peuple turc, et je crois qu'il va falloir qu'il recommence, parce que c'est une sortie vraiment la tête basse. Oui, le soleil, Seignol, là, il est un peu éteint. Donc, c'est une équipe complètement apathique, complètement amorphe, pas réactive. Il n'y a pas de révolte, alors que c'est pourtant une des grandes qualités supposées de l'équipe, c'est la grinta, c'est l'envie, et là on ne l'a pas senti. Je pense que la Turquie était plutôt à son pic de forme en 2019, alors que cet Euro aurait dû avoir lieu il y a 1 an. Et en plus, pas mal de joueurs se sont expatriés récemment, ce qui est bien pour leur expérience, c'est bien pour leur carrière en club, mais je trouve que la Turquie a peut-être un peu perdu cette unité, ce ciment qui était formé sur les gros clubs notamment d'Istanbul. Yilmaz est parti, Soyuncu maintenant est titulaire en Première Ligue à Leicester, il y en a d'autres. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent un peu la bonne carburation. Ça me rappelle un peu ce qui était arrivé à l'Égypte, qui a beaucoup plus de joueurs expatriés en Europe maintenant qu'il y a 15 ans avant la Révolution, et pourtant l'équipe était meilleure lorsque c'était une ossature à l'Arli, Zamalek. C'est peut-être un peu ce qui est en train d'arriver à la Turquie. Il va falloir qu'ils règlent ce problème, je pense. Et on imagine l'accueil qu'ils vont recevoir ces joueurs turcs en rentrant au pays, ça va être chaud peut-être. L'image des Bleus maintenant ce dimanche à l'entraînement avec un Kylian Mbappé visiblement de très bonne humeur, vous allez le voir, les hommes de Deschamps qui n'ont toujours pas leur billet pour les 8e après avoir été tenus en échec par la Hongrie samedi. On les retrouvera toujours à Budapest ce mercredi face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Au programme ce dimanche, une séance pleine d'1h30 pour les remplaçants de samedi, notamment un 7 contre 7. Les titulaires se sont eux contentés de trottiner et de s'étirer. À noter que Raphaël Varane, Benjamin Pavard et Ousmane Dembélé n'ont pas participé à cette séance. L'attaquant du Barça, on l'a appris ce soir, sorti blessé face au Portugal après 30 minutes de jeu, a passé dans la soirée des examens pour déterminer la gravité de sa blessure d'un tendon du genou. On ne connaît pas sa durée d'indisponibilité. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il ne jouera pas face au Portugal. Ouais, ça prive peut-être Deschamps d'une possibilité de changer de système, parce que le Portugal a été déficient sur les côtés contre l'Allemagne. Même s'il avait peu de chance d'être titulaire. Oui, mais le Portugal a été déficient sur les côtés contre l'Allemagne, donc peut-être que Deschamps avait envie d'appuyer là où ça fait mal. Il devra peut-être plutôt utiliser Lemar ou Coman, ou les deux, pour le faire. La chance de Deschamps sur ce match-là, c'est que le Portugal ne peut pas calculer. Il doit absolument Personne dans ce groupe ne peut calculer. Personne ne peut calculer, mais surtout le Portugal. Donc, ils vont être obligés de sortir. Ils ne peuvent pas se contenter de jouer bloc-back comme le font certaines équipes qui calculent. Ils vont devoir y aller. Ça fera un match ouvert. À mon sens, mis à part Benjamin Pavard, il faut garder la même équipe.
Mais effectivement, Benjamin Pavard, faut le sortir. Oui, là je crois qu'il n'est pas dans son assiette. Il a pris des coups en plus. Il a pris des coups, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Protocole commotion sur le premier match. Mais là, effectivement, ça va nous manquer Dembélé parce que c'est lui qui, avec son entrée, avait étiré cette attaque qui avait justement sorti l'équipe de France qui était dans cet entonnoir du fameux 4-4-2 en losange, donc il va nous manquer pour le Portugal. Mais paraît-il, d'après ce qu'on a entendu, il reviendrait pour les tours suivants. Voilà pour les infos côté tricolore. Aujourd'hui, on va se pencher juste rapidement pour voir le programme. Une journée chargée ce lundi avec 2 groupes qui vont livrer leur verdict. Le groupe B et le groupe C. Le groupe B, c'est bien sûr celui de la Belgique, déjà qualifié pour les 8e de finale. Les Diables Rouges opposés à la Finlande. Pendant ce temps-là, la Russie affrontera le Danemark. Et puis le groupe C, Macédoine du Nord, déjà éliminé face aux qualifiés, les Pays-Bas, et puis Ukraine, Autriche, qui se disputeront donc cette 2e place derrière les Néerlandais. Voilà pour le programme chargé. On aura le temps d'en discuter de tout cela demain Avec soir, plaisir. messieurs, lundi soir. Merci à vous d'être venus un dimanche soir ici. Et l'info, elle se poursuit sur France 24. Redécouvrez le grand compositeur Chopin. Évadez-vous en écoutant ses airs les plus connus. Retrouvez la collection des grands du classique sur toutes les plateformes mondiales de téléchargement. L'album Chopin revisité est à écouter dès aujourd'hui. Différents groupes de migrants sont arrivés au cours des 3 derniers jours. Hola papa, je t'appelle pour te dire que je t'ai envoyé un peu d'argent. Parce que je veux vraiment que tu sois là le jour de mon mariage pour danser avec moi. En envoyant de l'argent, vous envoyez bien plus que de l'argent. Envoyez de l'argent en ligne vers l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique et l'Asie à partir de 1,90 € de frais de transfert. Western Union. Il y a des civils qui viennent se mettre à l'abri lorsque les combats deviennent plus compliqués. Très sérieuse, l'état d'urgence est désormais déclaré. La situation désespérée dans laquelle se trouvent les habitants. Il y a maintenant les ONG qui protestent ici. Il y a surtout les problèmes d'armes qui sont continués. Il
est 9h ici à Paris, 7h en temps universel. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. Où sont passés les électeurs? Le premier tour des élections régionales et départementales en France marqué par une abstention record. Moins d'un Français sur 3 est allé voter dimanche. Une désaffection des bureaux de vote qui profite à la droite et au président de région sortant. L'extrême droite et le parti de la majorité, pourtant donnés favoris pour la présidentielle, sont en déroute. On va retrouver à Lille Karim Yayaoui et puis on reviendra largement bien sûr sur le détail des résultats et leur analyse. En Arménie, le parti de Nicole Pachinian remporte les législatives anticipées. 3 ans après la révolution pacifique qu'il a portée au pouvoir et après un conflit meurtrier dans le Haut-Karabakh, le Premier ministre sortant jouait son avenir politique. L'opposition dénonce des fraudes. Autres dirigeants, autres continents. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed cherche lui aussi à asseoir sa légitimité dans les urnes. Elle est contestée dans plusieurs régions du pays. Avec les armes dans le Tigré séparatiste, plusieurs centaines de milliers d'Éthiopiens sont privés de vote. Sur un tout autre registre, comment faire la fête en temps d'épidémie de Covid en France? Le gouvernement reçoit aujourd'hui les patrons de boîtes de nuit. Leurs établissements sont fermés depuis plus d'1 an. Ils sont aux abois pour beaucoup d'entre eux. En attendant des lendemains qui chantent, Christophe Dansette viendra nous expliquer que la musique en streaming ne s'est jamais aussi bien portée que depuis le début de la pandémie. Ce sera dans l'Info Écho. Voilà pour le programme. Tout de suite, cette journée. C'était le dernier rendez-vous électoral en France avant la présidentielle dans 10 mois. Que dit-il du rapport des Français à leurs dirigeants et à la chose politique? L'analyse est cruciale tant le constat est historique. Moins d'un Français sur 3 s'est déplacé ce dimanche pour participer aux élections régionales. Une abstention record, vous le voyez, autour de 67%, qui n'a pas pour une fois profité à l'extrême droite, mais à la droite républicaine et au président de région sortant. Pour le parti présidentiel, la déroute est sévère. Cécile Galluccio. La grande gagnante de ce premier tour, c'est l'abstention. 2 Français sur 3 ont boudé les urnes, un record dans l'histoire de la Ve République. Des mobilisations des jeunes, des mobilisations des vieux, des mobilisations de certaines parties de la classe moyenne. Malheureusement, voilà, on en arrive à une situation où si on ne se remobilise pas un peu, ça va aller de pire en pire et on n'est pas maître de nos destins. C'est la base de la démocratie, tout simplement. C'est catastrophique. Bon, c'est vrai qu'il y a une démotivation, mais il faudrait quand même que les politiques fassent des efforts pour remotiver les gens, parce que c'est quand même nous qui avons la main. Un désaveu électoral qui profite aux présidents de région sortants, de gauche comme de droite. C'est eux qui ont été à la manœuvre depuis le début de la crise sanitaire. La droite peut donc espérer conserver 6 régions, notamment Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, les Hauts-de-France de Xavier Bertrand et l'Île-de-France où Valérie Pécresse obtient 34,2% des suffrages. Avec ce premier tour, une dynamique est enclenchée. Mais nous devons la rendre plus forte encore. La gauche aussi devrait se maintenir dans 5 régions roses de tradition, en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Occitanie. Près de 40%, c'est un score important, un des scores les plus importants de France. En revanche, pour le Rassemblement national, c'est la douche froide. Contrairement au scrutin précédent où l'abstention lui était profitable, cette fois le parti d'extrême droite pourrait rafler une région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2015, le soir du premier tour, le parti de Marine Le Pen était arrivé en tête dans 6 régions. Bien sûr, l'abstention massive est le fait majeur de cette élection dans notre région comme dans toutes les autres régions. Bien sûr, il apparaît clairement que c'est notre liste qui en est la première victime. Autre victime de ce scrutin, la majorité présidentielle. Les listes de La République En Marche recueillent seulement plus de 10% des voix. Dans la plupart des régions, elles sont complètement hors jeu, malgré des candidatures de poids comme Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Si l'on se fie à ce premier tour, le scénario tant annoncé pour la présidentielle de 2022, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, n'est peut-être pas si évident.
On l'a dit, l'abstention record n'a pas profité au Rassemblement national de Marine Le Pen, contrairement à ce qui a pu se passer lors de scrutins précédents. Alors que l'extrême droite était en tête au premier tour dans 5 régions en 2015, elle ne l'est cette fois-ci qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va y revenir. Dans le nord de la France, dans la région des Hauts-de-France, elle est largement distancée, cette extrême droite. Bonjour Karim Yayaoui, vous êtes notre envoyé spécial à Lille. Bonjour Karim, le président sortant, le républicain Xavier Bertrand, crée la surprise dans le nord avec un très bon score, loin de son adversaire d'extrême droite, Sébastien Chenu. Nous sommes devant le Conseil régional des Hauts-de-France et Xavier Bertrand est bien parti pour conserver la présidence de région. C'est vrai qu'il a fait mentir un certain nombre de sondages qui le donnaient au coude à coude avec le candidat du Rassemblement national, Xavier Bertrand, qui s'est exprimé, qui s'est montré très martial en expliquant que sa stratégie avait été la bonne. Sa stratégie, c'était simplement d'identifier le Rassemblement national comme son seul et unique ennemi. Nous avons desserré la mâchoire du Rassemblement national avant de la briser. Alors certes, ici comme dans l'ensemble du pays, eh bien, les électeurs n'étaient pas au rendez-vous et l'abstention est record, mais ce n'est pas le plus important pour Xavier Bertrand, qui en quelque sorte se met en orbite pour la présidentielle, puisqu'il avait fait d'un succès au régional une condition sine qua non pour se présenter. Il avait même dit qu'il abandonnerait la politique s'il ne l'emportait pas dans les Hauts-de-France, et il semble en très bonne posture avant le second tour. Et comme sur le ciel lillois, Karim, ce matin, une pluie, une mauvaise nouvelle sur la liste de la majorité dans laquelle se trouvaient pourtant des poids lourds du gouvernement. C'est vrai, il y avait des poids lourds du gouvernement comme le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui il y a encore peu de temps expliquait qu'il n'était pas venu chasser sur les terres du Rassemblement national, mais chasser le Rassemblement national de ces terres. Eh bien, le succès n'est pas du tout au rendez-vous. Celui qui était à la tête de cette liste, Laurent Pietraszewski, avait pourtant redoublé d'efforts. Il avait dit vouloir conquérir les jeunes des Hauts-de-France. Eh bien, les jeunes ne sont pas du tout allés voter. Ça n'a pas valeur d'échantillon représentatif, mais ceux qu'on a croisés dans les rues de Lille parfois n'étaient même pas au courant qu'il y avait des élections régionales et départementales. C'est la douche froide pour la République En Marche, qui n'espérait peut-être pas s'imposer ici, mais qui espérait émerger au moins comme faiseur de roi. Il n'en sera rien puisque le candidat de la République En Marche ne peut pas se maintenir. Pour le Rassemblement national, c'est aussi un camouflet parce qu'il faut rappeler que les terres du Nord, c'est aussi un laboratoire pour le Rassemblement national qui a eu d'ailleurs un certain nombre de succès dans la région, notamment du côté d'Hénin-Beaumont. Eh bien, il recule puisque Marine Le Pen avait fait autour de 40% lors des régionales en 2015. Et puis pour la gauche, ce n'est pas franchement un succès puisque c'est le seul endroit où il y avait une liste unie avec les écologistes et la gauche. Elle ne fait pas mieux que la liste seule du Parti socialiste en 2015. Ce n'est donc pas franchement une réussite, mais pour Xavier Bertrand, eh bien, il se trouve dans une posture extrêmement favorable avant le second tour. Karim Yayaoui à Lille. Merci beaucoup Karim. On va continuer à commenter, à analyser ces résultats et notamment cette question de l'abstention. Je vous rappelle que moins d'un Français sur 3 est allé voter hier dimanche. Ça sera dans la revue de presse avec Hélène Frade. Lui avait été mis au pied du mur, forcé d'organiser des élections anticipées après un conflit meurtrier avec l'Azerbaïdjan. Nicole Pachinian a remporté les élections législatives dans son pays, l'Arménie. Son parti Contrat Civil remporterait 53% des voix selon les résultats officiels. Pachinian devrait donc être reconduit, mais l'opposition dénonce des fraudes. Écoutez, depuis Erevan, notre envoyé spécial Ashreen Verdian. C'est définitif, les résultats définitifs viennent de tomber. Selon la commission électorale arménienne, le contrat civil de Nicole Pachinian remporte donc 53,92% des voix. Il obtient donc une majorité. Derrière lui, il a l'Alliance Arménie de l'ancien président Robert Kotcharyan, 21,04% des voix seulement. Puis le parti J'ai de l'honneur de l'ancien président Serge Sarkisian, 5,23% des voix seulement. C'est donc une victoire très large et définitive du camp Pachinian, malgré une très forte polarisation de la société arménienne qu'on a pu constater tout au long de notre séjour ici avec mes confrères Abdallah Malkawi
et Luc Schrago. C'est le signe que malgré tout ce qui s'est passé, malgré la lourde défaite arménienne au Karabakh face à l'Azerbaïdjan, les Arméniens veulent préserver les acquis démocratiques hérités de la révolution de velours de 2018 et ne veulent surtout pas le retour de l'ancien régime, le retour des pratiques antidémocratiques, des années de corruption et de répression de l'opposition, donc symbolisée par l'ancien président Robert Kotcharyan. Le camp Kotcharyan, vous l'avez dit, a déjà parlé de fraude, annoncé qu'il contesterait des résultats. En tout cas, ce que l'on peut vous dire, nous, pour sûr, après avoir parlé tant aux observateurs arméniens ici qu'aux observateurs internationaux encore il y a une demi-heure, c'est que le scrutin a été régulier. Les observateurs internationaux disent que dans son ensemble, ce scrutin a été parfaitement régulier malgré quelques incidents épars. Dans l'actualité africaine de ce lundi, encore des élections législatives en Éthiopie, les premières pour Abiy Ahmed depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a 3 ans. Le Premier ministre éthiopien avait promis de faire de ce scrutin, plusieurs fois reporté, le plus démocratique de l'histoire de son pays. Mais le prix Nobel de la paix, devenu chef de guerre ces derniers mois, est accusé par ses adversaires de tenter à tout prix de renforcer son pouvoir. Anaïs Furtad. Après plus d'1 an de report des élections législatives et régionales, en raison de la crise sanitaire et des violences dans la région du Tigré, les Éthiopiens votent enfin. Ces hommes et ces femmes se disent prêts pour le changement. À chacun ses raisons, même lorsque l'on vote pour la première fois. ኑሯችን ያስተካክልልን እህሎችን እንዳይናወልተን ካደር ምንም አንለው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያለውን ነገር እንደምታውን ነው። እንደሚረጋጋ ነገር ይምረጡልን ብለን ነው። አገር እንዲረጋጋ ነው በቃ። Nommé en 2018, le Premier ministre éthiopien avait fait naître un espoir d'unité dans ce pays où cohabitent plus de 80 ethnies. Mais Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, a perdu sa réputation de pacificateur avec l'augmentation des violences communautaires pendant son mandat. Aujourd'hui, le chef du gouvernement veut renforcer sa légitimité par les urnes. ሀገራችንን የማልማትና የማጥፋት የመካብና የመናድ ምርጫ ከፊታችን ተቀምጧል። ተስማምተን ሀገራችንን እንድንጠብቅ እንድናሻግርና እንድናበለጽግ በድጋሚ ጥሬን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። Avec la guerre, 1/5 des circonscriptions ne pourront organiser de vote. Dans certaines régions, le scrutin a été décalé au mois de septembre. Dans le Tigré, où les affrontements et la famine font rage, aucune date n'a même été fixée. Ces élections seront observées de près par les Occidentaux, inquiets quant à l'exclusion d'un si grand nombre d'électeurs. Ici, en France, sur le front de la lutte contre le Covid-19, la fin du couvre-feu pour la première fois depuis 8 mois et depuis hier soir, les Français sont libres d'aller et venir à l'heure qui leur chante. Et à propos de chansons, c'est ce soir la fête de la musique dans le pays, comme tous les 21 juin. L'occasion de se rappeler nos meilleurs tubes, une édition 2021 sous restrictions sanitaires. Ici en France, et contrairement aux autres établissements pouvant recevoir du public, les boîtes de nuit et discothèques n'ont toujours pas été autorisées à rouvrir. Après plus de 15 mois de fermeture, il y aura aujourd'hui une rencontre entre le gouvernement et les autorités, les représentants de la profession. En Espagne, en revanche, les oiseaux de nuit peuvent depuis peu reprendre du service. Et depuis ce week-end, c'est le cas en Catalogne. Anaïs Furtad. Des sourires, des tenues légères et de la musique entraînante, la vie nocturne a repris son cours à Barcelone. La réouverture des boîtes de nuit signe le retour des touristes dans la capitale de la fête. We've been in quarantine for so long, it's amazing to be here finally. Yes, we're so happy and it's finally summer. Pour cette discothèque, c'est le bout du tunnel après 15 mois de fermeture. L'établissement a bien failli mettre la clé sous la porte. Ha sido muy duro para todos, fuimos los primeros en cerrar como ocio nocturno y estamos siendo los últimos en abrir. Entonces, si una pandemia ha afectado a tal nivel la sociedad española, imagínense cómo afecta a los primeros que cerramos y a los últimos que abriremos. Con la evolución de la vacunación, que está siendo muy amplia a nivel europeo, las expectativas son mejores. De l'optimisme, malgré certaines restrictions qui demeurent, comme la jauge de 50% de capacité d'accueil ou encore l'obligation de porter un masque pour danser. En Catalogne, les boîtes de nuit devront aussi fermer plus tôt,
à 3h30 du matin, insuffisant néanmoins pour gâcher la fête. De que esto vuelva un poquito a la normalidad de antes, aunque nos gustaría que abriesen hasta un poquito más tarde. Eso sería ya ideal. Si volviese todo hasta las 6 de la mañana o 7, ya vamos. Un 10. Bueno, pero poco a poco. Poco a poco, está bien. Ces mesures seront réévaluées au cours des 2 prochaines semaines. Si tous les indicateurs sont au vert, les Barcelonais pourront enfin danser jusqu'au bout de la nuit. Et c'est l'info éco tout de suite avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va continuer à parler de fêtes, mais donc pas vraiment de discothèque ou de boîte de nuit. Je le disais tout à l'heure, il y aura cette réunion aujourd'hui avec le gouvernement. Les boîtes en France restent fermées. En revanche, aujourd'hui, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Une fête particulière donc qui intervient ici alors que le secteur commence tout juste à rouvrir. Plus de 8 mois de fermeture, voire plus donc dans certains cas. Un secteur qui a effectivement été extrêmement touché par cette pandémie de Covid-19, par les restrictions sanitaires, les confinements, pas qu'en France d'ailleurs, dans le monde entier et en Europe en particulier. Selon une étude du cabinet EY pour le groupe européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs, le secteur a subi un manque à gagner de 18 milliards d'euros au niveau européen, rien qu'en 2020, soit une chute de 76% de son chiffre d'affaires, une chute qui s'explique par l'annulation généralisée des concerts, des festivals, mais aussi des établissements qui diffusent de la musique comme les bars, les boîtes de nuit, qui reversent des droits d'auteur à des organismes comme ici en France, la SACEM. Cette chute, elle intervient alors que qu'avant la crise, le secteur était en pleine croissance. Entre 2013 et 2019, il avait cru de 26% pour atteindre un chiffre record de 31 milliards d'euros au niveau européen. Alors ici en France et dans la plupart des pays européens, les concerts et les festivals recommencent. Oui, ils peuvent recommencer, mais avec un protocole sanitaire assez strict. Ici en France, par exemple, la jauge, pour l'instant, elle est de 65% et les événements sont limités à 5000 spectateurs. Et lorsqu'il y a plus de 1000 personnes, eh bien, il faut présenter un pass sanitaire à l'entrée. Ce sera le cas d'ailleurs aujourd'hui pour un certain nombre d'événements pour la fête de la musique, qui ne sera donc pas forcément une fête de la musique comme une autre, puisque les concerts improvisés qui font finalement la grande force de cette fête de la musique chaque année, eh bien, ils sont interdits. Certains peuvent avoir lieu à l'intérieur des bars, mais il faudra rester assis. Et pour les plus grands événements, eh bien, il faudra donc ce pass sanitaire et le protocole sera strict. Mais l'essentiel, c'est qu'on pourra réécouter de la musique en live. Et pour fêter ça, eh bien, un concert est organisé à l'Élysée avec, aux côtés de stars un petit peu moins connues, deux vedettes de la musique électronique, des créateurs de la musique électronique, j'ai envie de les nommer, Jean-Michel Jarre et encore Céron. Deux stars de l'électro qui, pour le second en tout cas, ont fait danser des générations en boîte de nuit. Ouais, ce n'est pas un hasard, car avant de donner cette fête, eh bien, Emmanuel Macron recevra ce matin, c'est dans 3 quarts d'heure maintenant, les représentants du secteur des discothèques qui sont fermées, elles, depuis le mois de mars 2020, donc depuis plus de 15 mois maintenant, et qui espèrent pouvoir refaire chauffer leurs pistes de danse dans les prochaines semaines, comme on l'a vu l'exemple de Barcelone et de la Catalogne depuis hier soir. Idéalement, ils espèrent pouvoir rouvrir dès le 30 juin. Là aussi, la réouverture devrait être accompagné d'une jauge assez stricte. Les professionnels évoquent le chiffre de 65% à l'intérieur, 85% à l'extérieur dans un premier temps, et 85% à l'intérieur au bout d'un mois, 100% à l'extérieur. Avec une question, faudra-t-il ou non présenter ce pass sanitaire à l'entrée? Tout cela sera discuté donc avec le président de la République en personne dans une heure environ. Mais en tout cas, il semble acquis que cette réouverture, elle se fera très prochainement. Le ministre de la Santé l'a plus ou moins confirmé jeudi dernier. Et ça, je peux vous dire, pour en avoir parlé à un certain nombre de gérants de ces établissements, c'est un moment très attendu, car inutile de préciser qu'ils ont beaucoup souffert pendant ces 15 mois. Selon les professionnels, près de 200 établissements sur 1600 ont tout simplement mis la clé sous la porte pendant cette pandémie. Les autres ont survécu grâce aux aides, des aides que le secteur espère voir reconduites et progressivement seulement diminuer. Oui, puis on a hâte de retourner danser sans fièvre, mais avec celle du samedi soir. Christophe, dans le secteur de la musique, il y a tout de même ce paradoxe. Si l'événementiel, vous le disiez à l'instant, a été extraordinairement touché par cette crise, les ventes d'albums et de singles ont plus que résisté ? Oui, puisque selon la Fédération internationale des industries de phonographiques, les revenus générés par les écoutes d'albums et de singles, eh bien, ils ont progressé de plus de 7%
en 2020. Le secteur a généré plus de 21 milliards de dollars de revenus au niveau mondial. Il revient même progressivement à ces niveaux d'il y a 20 ans où les revenus dépassaient les 23 milliards de dollars, et ce grâce au streaming, à ces abonnements qu'on peut avoir sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon, sur Apple Music, pour ne citer que les principaux, et qui ont permis au secteur finalement de retrouver un réel modèle économique après 20 ans d'une certaine errance. L'époque, souvenez-vous, du téléchargement illégal. On disait que ce téléchargement, Internet finalement allait tuer le secteur. Eh bien, pas du tout. Et on espère maintenant qu'avec le retour des performances live, eh bien, des artistes pourront nous faire danser, nous faire rêver de nouveau, que ce soit dans notre salon, dans une discothèque, dans une salle de concert, et bien sûr, évidemment, dans les festivals, dont la saison commence. Un certain nombre sont annulés, mais certains autres auront bien comme le festival du Printemps de Bourges qui commence demain, où il y aura en vedette Lerita Mitsuko ou encore Alain Souchot. Et là, vous le voyez, le festival Jazz de la Défense qui, lui, commence aussi plus tard dans cette semaine avec comme star André Manoukian ou encore Asaf Avida. Et puis il y aura Jazz à Vienne aussi. Bien sûr, quelques mots des marchés avant de vous quitter, Christophe. Oui, fort repli un peu partout en Europe ce matin, avec autour de 0,6% de baisse pour les marchés européens, notamment le CAC 40 qui perd 0,62%. À noter l'action Vivendi qui perd 0,2%. Les investisseurs n'accueillent pas forcément très bien l'annonce de la cession de 10% de la filiale d'Universal Music au SPAC du milliardaire américain Bill Ackman pour 3,5 milliards de dollars. Voilà, on termine comme on a commencé, par de la musique, Universal Music vendue à un SPAC. Merci beaucoup Christophe.